Extrait de Les communistes et l'État par Lucien Sève et François Hincker. Dans sa critique du programme de Gotha, Marx écrivait : Entre la société capitaliste et la société communiste se place la période de transformation révolutionnaire de celle-là en celle-ci. À quoi correspond une période de transition politique où l'État ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat ? Mais pour lui, cette période est d'évidence brève, puisqu'il la caractérise expressément comme la première phase de la société communiste, telle qu'elle vient de sortir de la société capitaliste, et non pas encore telle qu'elle s'est développée sur les bases qui lui sont propres. C'est que l'idée de socialisme, entre formation sociale de longue durée entre capitalisme et communisme, susceptible par surcroît de n'exister pendant un quart de siècle que dans un seul pays, lui est complètement étrangère. Comment ne pas voir à quel point il serait déraisonnable d'aller chercher là réponse à des questions que l'histoire n'avait pas encore posées ? Il en va de même sur bien d'autres points, par exemple le caractère exclusivement prolétarien ou non du nouveau pouvoir d'État. Surtout si l'on remarque que la Commune, premier exemple de dictature du prolétariat pour Marx et Engels, fut pourtant un État où la classe ouvrière jouait le rôle dirigeant en étroite association avec des couches petites bourgeoises. Mais sans aucun doute, la question qui est venue avec le plus d'acuité à l'ordre du jour du mouvement ouvrier dès la fin du XIXe siècle est celle de la possibilité d'une révolution pacifique. Jusqu'au moment de la Commune, Marx et Engels s'en tiennent à l'idée que la révolution prolétarienne sera nécessairement violente. Ce n'est que dans un ordre de choses où il n'y aura plus de classe et d'antagonisme de classe que les évolutions sociales cesseront d'être des révolutions politiques. Jusque-là, à la veille du remaniement général de la société, le dernier mot de la science sociale sera toujours le combat ou la mort, la lutte sanguinaire ou le néant. C'est ainsi que la question est invinciblement posée. Mais pas plus sur ce point que sur les autres, leur attitude n'est dogmatique et figée. Déjà en 1872, dans son discours au Congrès de l'Internationale à La Haye, Marx soulignait que les voies de la Révolution ne sauraient être partout identiques. Nous ne nions pas qu'il existe des pays comme l'Amérique, l'Angleterre, et si je connaissais mieux vos institutions, j'ajouterais la Hollande, où les ouvriers peuvent arriver à leur but par des moyens pacifiques. Engels reprenait l'idée en 1891 dans sa critique du programme d'Erfurt en des termes particulièrement intéressants. On peut concevoir que la vieille société pourrait évoluer pacifiquement vers la nouvelle dans les pays où la représentation populaire concentre en elle tout le pouvoir, où, selon la Constitution, on peut faire tout ce qu'on veut du moment qu'on a derrière soi la majorité de la nation. Mais il va plus loin encore dans son introduction de 1895 aux luttes de classe en France de Marx, qui contiennent en clair la première formulation d'une stratégie de passage pacifique au socialisme. L'ironie de l'histoire mondiale met tous en dessus-dessous. Nous, les révolutionnaires, les chambardeurs, nous prospérons beaucoup mieux par les moyens légaux que par les moyens illégaux et le chambardement. Les partis de l'ordre, comme ils se nomment, périssent de l'état légal qu'ils ont créé eux-mêmes. Avec Odilon Barrot, ils s'écrient désespérés. La légalité nous tue, alors que nous, dans cette légalité, nous nous faisons des muscles fermes et des joues roses, et nous respirons la jeunesse éternelle. Et si nous ne sommes pas assez insensés pour nous laisser pousser au combat de rue pour leur faire plaisir, il ne leur restera finalement rien d'autre à faire qu'à briser eux-mêmes cette légalité qui leur est devenue si fatale. Et s'appuyant sur les progrès électoraux spectaculaires de la social-démocratie allemande, Engels ajoutait : si cela continue ainsi, nous conquérons d'ici la fin du siècle la plus grande partie des couches moyennes de la société, petits bourgeois ainsi que petits paysans, et nous grandirons jusqu'à devenir la puissance décisive dans le pays, devant laquelle il faudra que s'inclinent toutes les autres puissances, qu'elles le veuillent ou non. Maintenir sans cesse cet accroissement jusqu'à ce que de lui-même il devienne plus fort que le système gouvernemental au pouvoir. Telle est donc la tâche principale. Certes, Engels a trop de bon sens et de sens de classe pour en conclure que les socialistes devraient renoncer à leur droit à la révolution, qui inclut à son époque l'éventualité d'une révolution violente. Mais ce qui est digne de remarque, c'est que dans cette longue introduction, Engels n'évoque pas une seule fois la dictature du prolétariat. L'histoire ayant bouleversé totalement les conditions dans lesquelles le prolétariat doit combattre, il en tire la conclusion : le mode de lutte de 1848 est périmé aujourd'hui sous tous les rapports.